Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, Mariam, qui partage comment vivre une vie plus nourrissante, énergisante et prospère. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de la naissance d'Anya, mon bébé, premier bébé, peut-être que ce sera le seul, je ne sais pas encore. Elle est juste sur mes genoux et je vais espérer que que je vais pouvoir enregistrer cette vidéo dans de bonnes conditions sans qu'elle ne se réveille. Si elle se réveille, il y aura une partie 2, je vais voir. Ok. Donc aujourd'hui, je vais faire cette vidéo en fait comme j'ai fait la version anglaise, dans laquelle j'ai répondu à des questions qu'on m'a posées sur la naissance de Mademoiselle. Et voilà, je fais cette vidéo en français pour que les francophones puissent comprendre aussi ce que j'ai dit originellement en anglais. Originellement. Bon, si j'ai des mots français un peu bizarres, vous ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait, je parle beaucoup plus anglais que français à l'heure actuelle. Alors, première question. Est-ce que tu avais alors en anglais on dit un birth plan, une organisation, un plan pour la naissance de ton bébé. Alors, il faut savoir qu'en fait je vais partager donc, elle est née le 11 février dernier, donc 11 février 2021, après 39 semaines et 4 jours dans mon ventre. Elle se réveille, oh mince alors. Et j'ai participé, oui, je suis allée à tous les rendez-vous de l'hôpital, tous les scans, enfin il n'y en a eu que 2 en fait. Et moi j'ai fait un scan privé à part parce que je voulais l'avoir en vidéo et que c'était pas proposé par l'hôpital. Voilà, tous les rendez-vous avant naissance, prénataux, je pense qu'on dit en français, je les ai faits. Et en fait, à la fin donc du rendez-vous, le dernier des rendez-vous, alors c'était vraiment tard, à 2 semaines avant qu'elle arrive, donc en fait 10 jours avant qu'elle arrive pour de vrai, parce que elle arrivait avant la date prévue, un tout petit peu. On m'a demandé, voilà, comment je voulais qu'elle naisse. Est-ce que je voulais qu'elle naisse? Alors les possibilités hors Covid, parce qu'à l'heure actuelle, donc elle est née pendant Covid. Hors Covid, les possibilités, c'était à la maison, à l'hôpital ou dans un centre de naissance, une maison de naissance, je crois qu'on dit comme ça en français. Et mon choix tout premier, c'était la maison de naissance. Et ensuite, je suis passée, quand j'ai vu la situation, etc., euh, de, euh, de Covid notamment, j'ai préféré une naissance à la maison, aussi parce que je pouvais avoir les gens que je voulais, l'environnement que je voulais, les outils, les éléments, les équipements, les jeux, tout ce que je pouvais vouloir pour la naissance de la Miss. Et je sentais que c'était plus aligné aussi à mon évolution à travers la grossesse et ma confiance en moi et ma capacité de donner naissance hors environnement médical. Voilà. Et au fur et à mesure, donc au fur et à mesure, voilà, j'ai pris conscience de plein de choses et j'ai plein de choses, notamment au niveau de ma connexion avec ce bébé, m'a permis de prendre confiance en moi pour des aspects que je pense, avec lesquels j'avais pas forcément confiance avant. On peut croire à Maria, mais non, tout va bien, tu parais vraiment être sûre de toi quand il s'agit de donner naissance, etc. Dû au fait de comment j'ai donné naissance, puisqu'elle arrivait donc sans aide médicale en l'espace de quelques heures. En fait, la partie active du travail n'a duré que 4 à 5 heures, ce qui pour beaucoup de gens paraît waouh, je n'ai pas eu à pousser quoi que ce soit, je n'ai pas eu, voilà, je n'ai pas eu à pousser, je ne croyais pas au poussage, donc je n'ai pas eu à faire de ou à 2, 3, allez, on y va. Et voilà, tout s'est passé, en tout cas dans l'apparence, mais aussi clairement dans la réalité pour moi intérieure, bien que je n'ai pas de comparatif, tout s'est passé d'une manière plutôt agréable et smooth, gentle, comme on dit en anglais, c'est-à-dire douce et progressive. Et il est vrai. Cependant, donc, avant que tout cela arrive, avant que je ne sois en paix avec l'idée de donner naissance à la maison, j'avais quelques réticences par rapport à, l'espace à travers le canal le passage pour elle, si ça allait être suffisamment grand et suffisamment étendu. Donc, en gros, est-ce que le vagin va s'écarter suffisamment pour qu'elle puisse passer et qu'il n'y ait pas de problème euh, de nécessité d'épisiotomie après, c'était une de mes plus grandes frayeurs. Et finalement, je n'ai eu aucune déchirure et donc aucun point. Euh, à ma surprise première mois. Et ça, je vais expliquer comment c'est possible et pourquoi, parce que je pense qu'il y a vraiment des raisons pour lesquelles ça peut arriver. Et la raison première, c'est quand même votre état intérieur. Donc là, j'ai plusieurs choses comme ça qui faisaient que pour la naissance à la maison, j'étais pas 100%
j'étais pas 100% OK avec ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je ne voyais pas aller dans un autre endroit que chez moi. J'ai dû faire une petite pause à cette vidéo. Donc, souhait de naissance, est-ce que j'avais des souhaits de naissance? Oui et non, ou un plan de naissance. Oui et non dans le sens où j'avais plutôt une visualisation de ce que je voulais et de ce que je ne voulais pas, de ce qui me semblait agréable et ce qui me semblait pas agréable, ce que j'avais envie d'intégrer, ce que je n'avais pas envie d'intégrer. Par exemple, je me disais qu'avoir accès à une source d'eau comme une baignoire ou une piscine, ça pourrait être agréable. Avoir accès à un ballon suisse, donc un gros ballon sur lequel on se move dessus, ça pourrait être agréable. Avoir accès à un diffuseur d'huile essentielle, comme j'ai juste derrière moi à l'heure actuelle, ça pourrait être super agréable. Et j'avais en fait ces images-là de choses qui me donnaient envie pendant la naissance, que je pouvais imaginer comme agréables. Mais pas de... Voilà, pas de... quand il s'agissait, voilà, je me suis dit, ben, la maison de naissance, ça pourrait être agréable. Une naissance à la maison pourrait être agréable, mais avoir une décision arrêtée de la naissance se passera comme ça à cet endroit, non. Et aujourd'hui, je ne conseillerais pas à des gens d'avoir des idées arrêtées sur des souhaits de naissance parce que c'est pour moi le meilleur moyen de ne pas avoir ce genre, de ne pas pouvoir avoir les souhaits que l'on veut et de se retrouver avec l'opposé en fait de ce que l'on veut. C'est ce qui est arrivé en fait, toutes les connaissances que j'ai, tous les amis que j'ai, les connaissances que j'ai qui ont accouché en même temps, au même moment, dans la même année que moi, entre l'année dernière et cette année-là, elles ont quasiment toutes eu une césarienne d'urgence alors qu'elles voulaient une naissance à la maison, une naissance dans la piscine, dans l'eau. Parce que, alors je dis pas que c'est la raison, c'est parce qu'on avait une idée arrêtée sur ou elles avaient une idée arrêtée sur leur naissance, ou en tout cas elles voulaient que ça et elles ne sont pas éduquées sur autre chose. Je dis simplement que si on se laisse avoir plutôt une visualisation, des visions de ce qu'on pourrait aimer, des images, voir des ressentis de ce qui pourrait être agréable, on laisse la porte ouverte à des choses qui peuvent être encore mieux que ce qu'on a planifié ou que ce que l'on souhaite. Ce qui est mon cas. J'ai pas planifié d'avoir une naissance sans assistance médicale. Et c'est ce que j'ai eu. Et je me rends compte que si c'était à refaire, je ne vais pas dire à refaire parce que j'ai tout le monde derrière moi en train de vérifier en détective, ouh là là, qu'est-ce qu'elle va faire si jamais. Mais l'idée c'est que je me rends compte que c'est le plus beau cadeau ou la plus belle naissance que j'ai pu avoir en tout cas parce que c'était pas prévu, j'avais pas prévu ça et en même temps je me suis laissé la porte ouverte à comment ça pourrait se passer une naissance sans quelqu'un qui te dit fais ceci, fais cela, sans quelqu'un qui est en train d'attendre que le bébé arrive, sans quelqu'un qui est en train de couper le cordon à peut-être à ta place, sans voilà une naissance. Je me suis laissé les questionnements autour de comment pourrait être une naissance ou oui, c'est ça, comment pourrait être une naissance sans assistance médicale. J'ai aussi rejoint des groupes sur Facebook, honnêtement, sur les naissances non assistées, ce qu'on appelle le free birth en anglais aussi, ou le unassisted home birth, je crois que c'est, ou childbirth, UCB, je crois que ça s'appelle comme ça, de mémoire. J'ai rejoint ces groupes-là parce que je voulais me mettre dans la vibration de femmes qui sont... qui ont confiance en elles, dans leur capacité à donner naissance, dans leur capacité à savoir quoi faire à quel moment, dans leur capacité, leur connaissance de techniques que moi je ne connaissais pas. Et ça a énormément boosté ma confiance en moi. Donc un conseil que je peux donner aux femmes qui souhaitent donner naissance, c'est rejoignez des groupes alors même si vous ne planifiez pas une naissance à la maison, rejoignez des groupes sur des naissances à la maison parce que ça vous donnera une ouverture sur un mindset, c'est-à-dire une manière de penser qui est intéressante et qui, par rapport à la naissance, et des nouvelles techniques pour donner naissance d'une manière qui est plus agréable et plus confortable. Des techniques de respiration, ça a aidé énormément. Sans la respiration, mais j'aurais terminé à l'hôpital certainement, parce que la respiration est ce qui m'a permis d'accompagner tout le long du travail et de son arrivée, l'expérience en fait. Respirer quand une contraction, alors j'aime bien appeler une contraction une vague, je trouve que c'est plus agréable parce que le terme contraction n'est pas très positif. Donc à chaque fois qu'il y avait une vague en fait, j'inspirais profondément. Au moment où la vague arrive à son apogée, je laissais, alors je sais pas que j'étais, comment expliquer ça? Je restais dans l'inspire en attente,
Donc pas trop longtemps parce que l'idée c'est pas de priver vous privez vous votre bébé, surtout pas d'oxygène. Mais enfin quelques secondes, je restais là dans cet espace d'éternité, j'aime appeler. Et au moment où la contraction commençait à redescendre, donc la vague redescend, j'expirais. Et dans cet accompagnement-là des vagues, au fur et à mesure, donc en étant vraiment centré, vous vous rendez compte que vous avez plus la compréhension de votre corps, vous êtes vraiment présent avec ce qui se passe, vous savez ce qui se passe, et plus les vagues sont rapides, c'est le cas, c'est comme un océan en fait, plus l'expérience arrive vers l'arrivée de bébé. Et dans ces cas, il n'y a pas besoin de mesurer la durée des vagues / contractions. Tout ça, c'est ce qu'on m'a aussi demandé par téléphone, la sage-femme, quand j'ai appelé en fait. Quand mon travail a commencé à être vraiment intense, j'ai appelé ma sage-femme et je lui ai dit, voilà, j'ai donc des contractions et est-ce que la maison de naissance est ouverte? Parce que donc, avec Covid, il n'était pas sûr que je puisse accoucher en maison de naissance et les naissances à la maison étaient absolument donc interdites. Voilà, pas de sage-femme qui vient, à moins d'avoir une sage-femme privée et encore, toutes n'acceptent pas ça. Et payer une sage-femme privée 5 000 livres, c'était le prix moyen. Au dernier moment, donc sans avoir rencontré cette sage-femme, sans avoir eu un accompagnement au long de la grossesse, ça faisait précipité et coûteux. Donc, l'idée était hors de mon plan. Mais voilà, la naissance à la maison, du coup, elle n'était plus possible parce que Covid. Sauf que moi, je ne m'arrête pas là. Je me suis dit non, il y aura forcément quelque chose. Je visualise comme si je pouvais avoir une naissance à la maison. Je visualise comme si peut-être une naissance à la maison de naissance, même si la sage-femme m'a dit que c'était pas forcément possible. Moi, je visualise que c'est possible et la vie décidera pour moi sur le moment qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça en fait que j'ai planifié ma naissance d'une manière ouverte et sans idée arrêtée de ce sera comme ci, comme ça. Voilà. Et donc, alors je reviens sur la question pour focaliser tout ça. Donc voilà, ce que je peux conseiller, c'est un plan de naissance, oui et non. Ayez plutôt qu'un plan de naissance. Astuce numéro 1, ayez une visualisation de ce que vous ressentez comme confortable pour vous. Et ça, c'est le plus important. Ma chérie. Le ressenti est beaucoup plus important que la théorie, surtout en lien avec la naissance, mais c'est vrai pour tout dans la vie, la théorie d'une naissance. Ayez le ressenti de ce qui est correct et ce qui ne l'est pas, de ce qui vous paraît juste et ce qui ne l'est pas, de ce qui se ressent comme agréable et bon et aligné pour vous et ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, lâchez l'affaire. Hein, j'ai plein d'exemples que je pourrais donner de choses que j'ai ressenties comme pas alignées tout au long de la grossesse et qui m'ont justement fait prendre conscience que je ne voulais pas, de gens autour de moi me disant fais ceci, fais cela Mariam, de gens qui contrôlent le travail, qui contrôlent la naissance parce qu'après on perd son pouvoir, on perd ses capacités finalement, ou en tout cas on ne se donne pas accès à ses capacités qui nous amènent à vivre une expérience qui est, alors j'ai envie de dire vraiment, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, magique, qui paraît presque irréel, qui vous amène à prendre conscience de tout en fait, parce que quand vous donnez naissance, c'est par vous-même, sans des gens qui vous disent quoi faire, donc sans assistance médicale et sans médicaments ou aide voilà, médicale pour ce que les gens pourraient appeler la douleur, mais moi je dirais que c'est pas de la douleur, c'est juste une expérience intense qu'on n'a jamais eue autrement qu'à travers cette expérience-là. Quand on se laisse la possibilité de vivre cette expérience de cette manière, sans l'influence des autres moins positive, on devient superwoman en fait, encore plus, on devient quelqu'un, c'est une vraie initiation en fait à la vie, c'est un vrai éveil de conscience, c'est une vraie compréhension de tous les éléments en fait de la vie, parce qu'alors ça fonctionne de la même manière sur tous les autres plans, et dans tous les autres aspects de la vie, on comprend comment fonctionne une relation, on comprend comment fonctionne un business, on comprend comment fonctionne prendre soin de soi, on comprend comment fonctionne le processus de la vie, on comprend en fait ce que j'aime appeler le jeu de la vie, hein, voilà notre sens ici, tout fait sens en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais awakening, j'ai envie de dire, c'est une vraie initiation à la vie, à son fonctionnement, quand on se laisse la possibilité d'avoir une naissance non assistée et non médicalisée. Mais tout le monde ne se donne pas cette possibilité-là, justement, par rapport au challenge que ça représente et aux peurs qu'on peut avoir autour de nous, en tout cas aux gens qui peuvent véhiculer de la peur, pour une raison qui rassure tout le monde, la sécurité. Et au bout d'un moment, par sécurité, on va à l'hôpital au cas où il arrive quelque chose au bébé ou à la maman. Par sécurité, on prend des médicaments,
on accepte une péridurale parce que bah, c'est plus agréable au cas où on se sent moins bien. Mais en réalité, par sécurité, on fait plein de choses qui nous enlèvent nos capacités ou qui nous éloignent de nous-mêmes, qui nous déconnectent de qui on est. Et du coup, on ne sait même plus qui on est en fait. On donne naissance à un bébé qui lui-même est shooté avec la péridurale ou je ne sais quoi qu'on a je ne sais quelle injection qu'on a pu nous donner pour nous aider par sécurité. Et au final, on n'est plus nous-mêmes. Cet enfant-là, il arrive dans un monde où il sait même pas non plus il perd peut-être ses repères comme nous on a perdu les nôtres. Et ça devient après difficile dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les mois, peut-être même plus après. Je ne suis pas scientifique, je ne sais pas en détail, mais c'est une évidence quand on voit la différence entre les bébés qui sont nés d'une naissance naturelle et ceux qui ne sont pas nés d'une naissance naturelle. C'est évident qu'il y a une différence. Et cette différence-là, elle devrait pas être prise à la légère, je pense, parce que on serait dans un monde peut-être plus agréable et peut-être plus serein et peut-être plus paisible et peut-être plus paradisiaque si on faisait les choses plus naturellement et par amour de soi et de ses capacités, par reconnexion avec soi, que par peur qu'il arrive quelque chose. Parce qu'en réalité, accoucher par soi-même, en suivant sa propre intuition et en ayant confiance en ses propres capacités à donner naissance, que nous avons toutes, eh bien, tout se passe bien après. On a beaucoup plus de facilité à récupérer. Alors, je répète, j'ai eu aucun point de suture, j'ai eu aucune épisiotomie, je n'ai eu aucune, comment on appelle, postpartum dépression. J'ai rien eu de tout ça, en fait. Je dis pas que c'est facile, hein, clairement, gérer un nouveau-né, c'est pas simple. Ça chamboule la vie, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer avant, en fait, et ça demande beaucoup d'énergie. Mais justement, ça vous donne aussi de l'énergie, en fait. Une énergie que vous n'auriez pas de la même manière quand vous donnez naissance d'une autre manière que naturellement. Clairement, je ne dors pas beaucoup, mais j'ai pas besoin de dormir beaucoup par rapport à tout ce que m'apporte en fait cette expérience. Et par rapport au fait que justement j'ai encore cette énergie en moi de la naissance et je n'ai pas perdu, ou en tout cas je ne suis pas voilà, dans une situation où j'ai besoin de récupérer massivement parce que j'ai une naissance qui n'est pas naturelle avec des produits. Et après, il faut du temps pour récupérer, etc. Et ça fait une différence énorme. Alors, je crois que j'ai besoin de boire. Mon verre est derrière, mais je vais attendre un petit peu. Voilà ce que ça que je veux dire en fait. J'ai pas. Alors certes, qu'est-ce que je voulais dire? Je comprends qu'on puisse avoir, voilà, que la médecine puisse aider dans certains cas, mais dans la plupart des cas, je suis convaincue que ce n'est pas essentiel et qu'il faut revenir à soi et être connecté à soi. Et ça demande un travail intérieur déjà en amont. Mais la grossesse aide beaucoup parce que moi, c'est à travers la grossesse que j'ai évolué, que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'étais en capacité de faire après, mais que avant la grossesse, je n'étais pas en capacité de faire. Savoir, par exemple, la connexion avec cet enfant que j'ai eu déjà à travers la grossesse m'a rassurée, m'a donné confiance en ma capacité d'être connectée avec ce bébé au moment aussi de sa naissance et après. Je pourrais partager en détail là, mais ce serait beaucoup trop long, donc j'envisage de faire une vidéo sur comment être connecté à son bébé pendant la grossesse, de manière qui sont vraiment intenses en fait. Par exemple, vous pouvez guérir, alors vous ou d'autres personnes, grâce à votre bébé. Je sais, ça paraît, enfin pour moi, ça paraissait presque inimaginable et en fait, c'est tout à fait possible. Vous pouvez demander à votre bébé de vous aider à la prise de décision et vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez vous demander à votre bébé de vous aider pour des manifestations de choses, pour des compréhensions, pour des difficultés, que ce soit émotionnelles, physiques, des difficultés aussi, par exemple, au niveau de la gestion de votre vie. Je prends un exemple. Moi, j'ai voulu aménager dans un lieu qui est différent de celui que j'avais avant et pour lequel, administrativement, c'était pas simple du fait que je ne suis pas employée, je suis donc self-employed, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que à mon compte, en français, c'est ça. Bref, enfin, tout le processus était assez long et quand même complexe parce on m'a demandé d'avoir d'autres personnes comme garant et d'autres personnes qui ont une nationalité britannique, ce que je n'ai pas en fait. Donc comme je n'étais ni britannique, ni vivant ici depuis suffisamment d'années, ni ayant un statut d'employé, on m'a demandé certaines garanties pour lesquelles j'ai dû faire un travail et j'étais déjà à 7 mois de grossesse. Et donc tout ça, c'était assez fatigant. Enfin, ça pouvait l'être en tout cas. Et plutôt que de rester ou d'accepter de faire rentrer plus de stress dans ma vie, j'ai demandé en fait à ce bébé de m'aider. J'ai demandé, aide-moi, je me sens comme ça.
s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aide-moi à trouver une solution. Plusieurs fois aussi, donc les solutions sont arrivées beaucoup plus vite dès lors que j'ai accepté de demander de l'aide à cet enfant dans mon ventre. Donc, je précise, je partagerai les détails dans une autre vidéo. Ou aussi des aides quand vous êtes, au lieu de culpabiliser quand vous êtes stressé, dites à cet enfant, je me sens comme ça, aide-moi. Point final. Et je vous assure, ça va changer tout la donne. Ça va changer complètement votre état, ça va changer votre vision des choses, ça va changer vos capacités. Et vous allez pouvoir, en vous ouvrant en fait de cette manière, en acceptant l'aide de cet autre être qui est en vous, vous allez pouvoir accomplir davantage de miracles, j'ai envie de dire. C'est vraiment une expérience miraculeuse. C'est comme ça que je le vois. Je reviens à ma vidéo sur la naissance, puisque là je parle de la naissance et pas de la grossesse. Alors, quand est-ce que Anya, c'est son nom, son prénom, Anya est née, prénom de mon bébé. Anya est née le 11 février, donc dernier 2021. Donc d'une naissance à la maison, qui n'était pas vraiment planifiée dans le sens où, comme je vous ai dit, j'avais des visualisations, mais rien de planifié. Quand il s'agissait de partager mon plan de naissance avec d'autres personnes, je n'ai pas dit à d'autres personnes que j'avais mes visualisations. J'ai simplement partagé à certaines personnes que je voulais plutôt une naissance à la maison et à d'autres personnes que je préférais une naissance en maison de naissance. Ça dépendait en fait des profils et des gens. Et c'est pas que j'ai pas dit la vérité, c'est simplement que j'ai adapté mon discours avec des gens. Et d'autres personnes, je ne disais pas du tout parce que il y avait trop un mur en fait entre nous et la personne qui faisait que ça ne m'intéressait pas de partager mes souhaits de naissance. Très important, astuce numéro 2 ou technique numéro 2 ou clé numéro 2, partagez le moins possible en ce qui concerne la grossesse et la naissance, surtout quand vous savez, ne partagez pas quand vous savez en fait que ça va vous apporter des retours négatifs. Évitez tout environnement, nuages, activités négatives autour de vous dans ce moment-là. Enfin, c'est vrai pour tout le temps dans votre vie, mais surtout quand vous êtes enceinte, évitez ça. Entourez-vous uniquement de choses positives et si ce n'est pas possible, trouvez cet environnement positif, créez-le, cette bulle positive en ayant recours à des vidéos sur YouTube, des contenus sur Internet, des groupes comme les groupes Facebook, comme j'ai dit, vous avez vraiment, mais c'est impressionnant, des femmes super positives, confiantes en elles, qui vous boostent, qui vous motivent et qui vous font garder la tête haute sur oui, c'est possible, vous pouvez le faire et tout va bien se passer. Aujourd'hui, grâce à la technologie qu'on a, il y a toujours moyen de se créer une bulle d'énergie positive, même si ce n'est pas une bulle de gens physiques présents à côté de vous, assis à côté de vous. C'est pas grave. Voilà. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, le dicton est vraiment vrai et s'applique vraiment. Donc, s'entourer d'une bulle positive. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas... les choses aujourd'hui que je ferai différemment, c'est que je ne partagerai pas la date de l'arrivée de bébé à qui que ce soit. Je dirais, une personne m'a conseillé de dire 2 semaines après. Je ne sais pas si je ferai ça, enfin je sais pas forcément, je ne sais pas quel conseil je pourrais vous donner en termes de timing, mais tout ce qui concerne les timings, les chiffres, les choses comme ça, mettre de côté, c'est super important parce que ça empêche de se centrer, je trouve, sur le ressenti intérieur. Dès lors qu'on est dans des combien de contractions par minute, ça c'est vraiment, quand ma sage-femme m'a demandé ça m'a déboussolée en fait. Et j'ai compris que je ne pouvais pas compter sur des personnes voilà, avec un profil médical qui sont en mode donne-moi les chiffres, combien de contractions, combien es-tu dilaté, combien de respirations, combien de pouls. Non, c'est beaucoup trop lourd à gérer quand vous avez déjà vous-même et votre enfant à gérer en vous et les vagues qui se passent intérieures, des hormones, des mouvements, etc. C'est trop. Lâchez l'affaire. Focalisez-vous sur votre intuition et votre ressenti. C'est vraiment une expérience du ressenti. Voilà. Super important. Sinon, c'est là qu'on se retrouve à aller à l'hôpital parce qu'on est stressé, parce que le cœur du bébé va plus vite, bat trop vite, c'est dangereux. On se retrouve avec une césarienne parce que justement, on est trop stressé, parce que on a enlevé notre focus de nous et on l'a donné à d'autres à travers leurs questions, leurs chiffres, leur monitoring, comme on dit en anglais, leur gestion de toutes ces choses-là d'une manière très carrée qui n'a pas sa place dans cette expérience-là. Ok. Alors, quand ton travail a-t-il commencé? Mon travail a commencé le 11 février, entre 2h et 3h du matin. Alors, je n'ai pas perdu les os comme normalement, c'est-à-dire que je n'ai pas perdu les os de manière de grande quantité d'eau qui sort. Je suppose maintenant, avec du recul, que ça s'est fait, en fait, toute l'expérience s'est faite d'une manière très douce et progressive. Ça s'est fait du goutte à goutte. Donc, je me suis levée pour aller aux toilettes à cette heure-là, donc entre 2 et 3 heures du matin. Et j'ai senti que dans le bas de mon ventre,
il y avait des choses qui se passaient. J'ai senti en fait, je savais tout de suite que le travail allait commencer parce que dans le bas de mon ventre, il y avait vraiment ce travail qui se faisait de cette zone pelvique, alors je n'ai pas les termes médicaux, qui se prépare à s'écarter en fait et s'étendre pour que le bébé puisse passer ensuite. Et j'avais vraiment le sentiment, c'était une évidence que c'est ça qui commençait à ce moment-là. Et donc quand je suis allée aux toilettes pour mon pipi nocturne normal, il y avait c'était aussi mouillé, bien que le lit n'était pas mouillé, que mes sous-vêtements n'étaient pas mouillés. C'est aussi que je trouve tout le long, il n'y a eu que des synchronicités et des choses parfaites en fait. C'est que la veille de cette nuit-là, j'avais dessiné, alors j'ai pas, tout le long du 3e trimestre en fait, j'avais des pertes, c'est comme ça qu'on appelle, des pertes au niveau vaginal, donc ce sont des choses normales quand on est enceinte, surtout au 3e trimestre, et donc du fluide qui s'est coulé, mais je n'ai pas porté comment on pourrait appeler, de serviettes hygiéniques ou de choses comme ça, parce que je voulais justement ressentir et savoir quelle quantité de fluide s'est coulé. Alors là, je parle vraiment, je donne des détails, si vous n'êtes pas en paix avec ça, c'est pas grave, ne regardez pas la vidéo, mais c'est important que pour celles qui soient les personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'accouchement naturel et avoir plus de clés sachent ça. Donc l'idée, c'est d'être connecté davantage avec son corps. Pour moi, c'est une clé hyper importante dans le cas d'une naissance naturelle. Et être connecté, ça implique de savoir exactement ce qui se passe quand ça se passe. D'accord? Et personne ne va vraiment pouvoir vous dire mieux que vous-même qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Donc l'idée de savoir qu'est-ce qui s'est coulé et quand, pour moi, ça me permettait de savoir, ben là, j'ai tant de fluide, là, ça a augmenté, là, ça a diminué. Et la veille de ce jour-là, donc, j'ai décidé, donc je mettais du papier, des mouchoirs, en fait, ou du papier toilette, ou, oh mon Dieu, j'ai un peu honte de dire ça, mais en même temps, c'est la réalité, ça m'a beaucoup aidé, hein, regardez bien. Et donc, la veille du travail, quand mon travail a commencé, j'ai décidé spontanément, étonnamment, j'ai eu l'envie, le souhait de mettre plus de papier que d'habitude. Et en fait, il se trouve que mon conjoint avait commandé alors comment on appelle ça, takeaway, a commandé à manger en ligne, en fait. Je suis désolée, mes mots en français, des fois, a commandé un repas à emporter, je crois ça, voilà, je vais dire ça comme ça. Et ils ont donné énormément de serviettes pour s'essuyer les mains, qui étaient vraiment très épaisses et en grande quantité. Et j'ai pris le paquet de ces serviettes-là et je l'ai mis dans mon sous-vêtement. Et exactement ce paquet-là était entièrement mouillé quand je me suis réveillée pour mon pipi nocturne, comme je vous dis, entièrement mouillé, mais pas du tout le sous-vêtement, pas du tout le lit. Genre, la perfection du millimètre près que j'ai posé dans mes sous-vêtements a été voilà, utilisée et rien d'autre, pas un millimètre supplémentaire. À quel point la perfection de la vie, je vous dis, quand vous êtes aligné avec vous, quand vous êtes connecté avec vous, tout va s'aligner aussi, ça va vous faciliter le travail. Donc là, j'ai capté, ok, il se passe quelque chose, parce qu'il y a plus de liquide que d'habitude. Et le liquide est beaucoup plus liquide que d'habitude aussi, c'est moins pâteux en d'autres termes. Et en plus de ça, dans mon bas de mon dos, je sens que des mouvements qui se mettent en place. Je savais tout de suite que le travail commençait. Et là, j'étais super contente, franchement, mais pas l'excitation, mais l'excitation sereine de quelque chose arrive, c'est génial. Je suis retournée au lit, je suis restée donc éveillée mais allongée. Et là, mon partenaire, il ne savait pas du tout que le travail commençait, je n'ai rien dit, il était endormi. Mais bizarrement, avec ses jambes, il me massait le bas du dos exactement à l'endroit où se passait donc ce travail-là. C'était génial. Pendant 1 heure, j'ai eu un massage de ses jambes, la chaleur, tout ça, c'était juste parfait. Et une fois de plus encore, je vous dis, l'expérience était vraiment parfaite. C'est ce qui se passe quand on est connecté et en paix. Et au lieu versus paniquer, vite appelons l'hôpital, vite allons. Vraiment, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une toute autre expérience que vous vivez quand vous êtes dans la paix et dans l'instant présent et l'accompagnement de votre corps versus le contrôle ou donner le contrôle à d'autres gens. Donc à ce moment-là, c'est là voilà, que les choses sont faites. Au bout d'un moment, après 1 heure de massage Kalinou, voilà, avec mon conjoint, je suis allée en bas de la maison au rez-de-chaussée puisqu'il y a un étage. Et là, j'ai médité sur le canapé avec les 2 chiens, donc parce que mon conjoint a 2 chiens, qui étaient dans le salon avec moi, ou en tout cas dans la partie du salon, bref. Voilà, je suis restée ici, je me suis fait une eau citronnée, j'ai pris voilà, de quoi méditer, bien me mettre cocooning, et j'étais sur le sofa, et donc je suis restée là environ 2 heures. Entre 5 et 6 heures du matin, je suis sortie, j'ai décidé de rentrer chez moi, sachant que j'habite environ 10 minutes à pied, entre 5 et 10 minutes à pied de là où j'étais. Et
Et donc je suis sortie, je me suis habillée, je suis sortie. Donc voilà, je savais vraiment les vagues aller de plus en plus intensément. Mais ça n'empêche pas, technique en tout cas, ou astuce numéro 3, rester active, mesdames. Le pire, c'est d'être comme une baleine échouée sur la plage, à attendre en fait que les choses se passent. C'est la pire des choses. Voilà, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce qu'il faut faire à la place, c'est d'être active en fait, active au moment clé. Alors pas forcément au milieu de l'intensité des vagues, mais être active entre les vagues, parce que les vagues arrivent, repartent, et il y a un temps de repos, pourrait-on dire, où vous pouvez faire des choses. Et là, moi, j'ai personnellement été active. Au bout d'un moment, on peut plus vraiment être actif quand ça devient vraiment, vraiment, justement trop intense. Et alors là, on utilise d'autres techniques que je vais partager. Respiration, affirmation, mantra. Ouais, voilà. Et être présent avec son corps surtout. Ok, donc être active, clé numéro 3. Et là, j'ai décidé de rentrer chez moi. Et magnifique encore Synchronicity, je sors. Il est 5h, voilà, entre 5h et 6h, il neige. Il neige, mais pas une neige désagréable, une neige tout petit flocon, agréable, qui vous perle sur la peau. C'était vraiment, une fois de plus, pour moi, c'était magique. J'ai marché sous la neige, dans le clair de... Alors, j'avais le clair de lune, non, mais le... Comment on appelle quand le soleil va se lever en français? Oh mon Dieu, je suis désolée, j'ai oublié. Bon, en tout cas, le lever du soleil, on va dire, mais il y a quelque chose. C'est pas l'aube, l'aube. Je crois que c'est l'aube. Bon, voilà, à l'aube, au lever du soleil, j'étais en train de marcher sous la neige et de marcher en accompagnant les vagues. Donc, quand les vagues étaient trop intenses ou arrivées, je m'arrêtais, je respirais. Et ensuite, quand les vagues s'arrêtaient, je continuais ma marche. Une fois arrivée chez moi, j'ai décidé de préparer mon terrain de jeu et de travail. Une fois de plus, voyez-le comme un jeu, la chose, hein. Et j'ai sorti mon ballon suisse, mon diffuseur d'arômes, mes bougies, mon eau citronnée, mon thé, enfin ma tisane de, comment ça s'appelait, raspberry, de feuilles de fraisier que je n'ai pas bu en fait. Voilà, c'était là, mais j'ai pas bu. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai prévues et que je n'ai pas utilisées. Hein, j'expliquerai pourquoi. Dans un instant, toutes ces choses-là. Donc pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai préparé mon terrain et je me suis amusée avec mes jouets de naissance, comme j'aime les appeler, hein, sur mon ballon suisse, mon diffuseur d'arômes, à faire mes mouvements, ma danse, à préparer ma caméra, etc. Au bout d'un moment, à 8 heures du matin, pardon, à 8 heures du matin, après 5 heures, je pense maintenant, donc après 5 heures de travail, le travail commence à devenir un peu plus intense. Et là, j'appelle l'hôpital, donc ma sage-femme, en demandant est-ce que le centre de la maison de naissance est ouverte, juste pour savoir si au cas où j'avais envie de switcher et d'aller dans la piscine, c'était possible de le faire. Dans la piscine, alors c'est un gros mot, hein, enfin la piscine jacuzzi, j'aime bien moi changer les choses, enfin tourner les choses de manière très positive. C'était bien un jacuzzi, hein, pas une piscine spécialement, mais en tout cas un lieu où vous pouvez être dans l'eau et qui se remplit jusque, je pense, au moins jusqu'à votre poitrine, ce qui n'était pas le cas dans ma baignoire. Ma baignoire n'est pas aussi haute. Ce serait super, mais ce n'est pas le cas. Donc j'ai appelé, ma sage-femme me dit oui, c'est ouvert. Et je lui dis justement que je suis en travail. Elle me dit combien, la question clé magique à laquelle vous ne voulez pas répondre, combien de contractions vous avez. Et là, je me suis donc, à ce moment-là, je me force à prendre mon téléphone, à télécharger une application. Alors tout ce travail à ce moment-là, que j'avais pas du tout envie de le faire. Vous n'êtes pas du tout dans le mood, dans l'envie de compter les choses quand vous êtes dans ce moment-là de travail, parce que la seule chose que vous voulez faire, c'est vous centrer sur vous et travailler sur vous en fait. Travailler avec vous-même, être présent avec vous et respirer et accompagner, une fois de plus, accompagner votre corps. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça en réalité. Il n'y a pas à pousser, il n'y a pas, enfin pousser, je vais revenir là-dessus après, mais il n'y a pas à faire autre chose qu'accompagner le travail que le corps fait déjà parce qu'il sait quoi faire. Voilà. Donc là, je commence à me dire comment je compte une contraction, comment ça marche, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête, je ne sais pas exactement. Et je pense que je me suis trompée, pour ne pas dire un mot vulgaire, merdé, je pense que je me suis trompée dans le sens où, enfin trompée, mais c'était volontaire, pour ne pas que j'aille là-bas. Je ressens la chose comme ça. J'ai donné un nombre qui était trop petit en fait, et du coup la sage-femme me répond oh vous n'êtes pas encore assez avancé, restez là où vous êtes et rappelez-nous quand le travail est plus avancé, quand il y a plus de contractions, quand il y en a 1, 3 toutes les 10 minutes, je sais plus, 1 minute d'intervalle, je sais plus exactement le truc. Bon. Du coup je raccroche, je continue mon travail, là je switch du salon à la salle de bain et je me mets sur le meilleur endroit pour faire le travail.
Alors peut-être pas forcément accoucher ou donner voilà, naissance à votre enfant tout de suite, mais en tout cas pour tout le long du processus de travail, le meilleur endroit, sincèrement, c'est les toilettes. Non mais c'est tellement génial. S'il y a des fluides qui s'écoulent, les toilettes sont en dessous, c'est parfait. Si vous avez besoin de vous lever un peu, de pousser sur vos bras, c'est parfait sur la cuvette. Si vous avez besoin de vous pousser un peu votre dos vers l'arrière, c'est parfait parce que vous avez la place de faire ça. Si vous avez besoin de vous pousser un peu en avant, c'est parfait, vous pouvez le faire aussi. Sincèrement, la cuvette des toilettes, c'est génial pour faire le travail avant de donner naissance. Tout le travail. J'ai fait sincèrement tout mon travail à partir du moment où ça est devenu vraiment actif et intense sur le siège des toilettes. Et c'est vraiment ce que je recommande. N'achetez pas d'outils, d'équipements, de choses spécifiques. Ne dépensez pas votre argent là-dedans parce que vraiment, la cuvette des toilettes, c'est gratuit et c'est génial. Bon, une fois que j'ai été assise là-dessus, j'ai continué à accompagner les vagues qui devenaient de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochées. Et là, on respire quand la vague arrive. On tient la respiration quelques secondes. Alors là, je vous dis, c'est à vous de suivre votre corps, hein, mais c'est ce qui m'a vraiment aidé. Quand la vague est à son plus haut point, son apogée d'intensité, on tient la vague, voilà, on reste là. Le corps, au bout d'un moment, on va ressentir, vous suivez votre corps, en fait, vous accompagnez. On va contracter au bout d'un moment quand les vagues deviennent vraiment intenses, légèrement en bas, en fait, donc toute la zone du bas du corps, c'est-à-dire la zone de anale jusqu'à vaginale, on contracte légèrement, mais en fait, c'est-à-dire qu'on pousse légèrement, mais sans avoir la volonté de pousser, on contracte, c'est comme si on poussait. Quand la vague devient vraiment intense, quand le corps le demande, une fois de plus, je ne me suis jamais dit, Mariam, là, tu vas pousser, jamais, et personne ne me l'a dit. Et quand la vague redescend, on expire. Voilà. Et on recommence à chaque fois qu'une vague arrive, on fait le même travail. En tout cas, c'est ce que j'ai fait et ça m'aide vraiment. Au bout d'un moment, quand c'est vraiment intense, alors les mantras et les affirmations aident. Pourquoi? Parce que une des grandes difficultés, c'est de garder son mental focalisé sur je peux le faire, c'est possible, je sais le faire. Le mental, tourner en mode négatif, dès qu'il y a une douleur, en fait, le mental vous met en mode sécurité. Et donc, le mode sécurité de notre planète actuelle, c'est va chercher de l'aide, c'est tu vas mourir, c'est tu es en souffrance, fais attention, c'est grave. Donc, ça veut dire que le mental va nous amener des images et des ressentis de je ne peux plus le faire, c'est plus possible, va chercher de l'aide, va aller prendre une péridurale, etc. Et l'idée là, c'est vraiment la limite est très 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 subtile. C'est comme une lame de rasoir au milieu. D'un côté, vous avez je suis super fort, je peux le faire, c'est possible. Et de l'autre côté, vous avez c'est impossible, je ne vais pas y arriver, c'est beaucoup trop douloureux, au secours, aidez-moi. C'est vraiment ça. Et ça switch en l'espace d'une seconde, vous pouvez switcher d'un état à l'autre. Et l'idée, c'est de rester sur l'état mental de je peux le faire, je suis capable, j'ai la force. Et pour vous aider, les mantras, les affirmations constamment. Alors, je vous assure, au bout d'un moment, même moi, je suppliais, je vais dire ça de cette manière-là, je suppliais, on va dire Dieu, enfin, je dis Dieu, mais après, si vous n'êtes pas religieux, ça marche aussi avec autre chose. Je suppliais Dieu de m'aider, en fait. Je disais à chaque fois, constamment, au bout d'un moment, Dieu donne-moi la force. Mais d'une manière très rugissante comme un lion. Et c'est vraiment la dynamique que vous devez mettre. Mettez la dynamique, Dieu donne-moi la force. Parce que vous savez que vous avez la possibilité de le faire. Mais il faut juste constamment garder en fait ce focus sur je peux le faire. Et donc pour ça, mon mantra, c'était Dieu donne-moi la force, Dieu donne-moi la force. Et je continue à répéter ça. Voilà, tout le temps en fait. Tant que même quand mon mental était déjà fort dans le sens où je répétais ça constamment pour garder la vibe, la dynamique de la réussite en fait. Voilà, de la réussite dans le sens que le travail continue à se passer bien. Voilà. Au bout d'un moment, je vous assure, alors c'est là que j'ai passé le deuxième appel à ma sage-femme, midi, donc 1 heure avant qu'elle arrive, parce qu'elle arrive à 1 heure, environ donc 8 heures après le début du travail, donc je pense. J'appelle la sage-femme et je lui dis, ben là, je n'en peux plus. Sincèrement, viens, alors je lui dis venez, et alors là, elle me répète la même chose, non, je ne peux pas venir, c'est interdit, à vous de venir maintenant. Mais je ne savais pas qu'elle allait arriver en fait, je savais juste, j'avais aucune idée de combien de temps il allait encore rester de travail, est-ce qu'il allait avoir des heures, des jours de travail, ou bien quelques minutes, je ne savais pas. La seule chose que je savais, c'est que ça devenait vraiment intense et j'avais envie, pas d'une péridurale, mais j'avais envie d'être dans l'eau et j'imaginais ce jacuzzi là plein d'eau, je me disais ça pourrait être confortable. J'avais juste envie de changer d'environnement en fait, de passer ailleurs que sur le siège des toilettes. J'avais besoin d'être dans un cocon d'eau moi-même, dans une bulle liquide de moi-même. Du coup, j'appelle et je demande, voilà, est-ce que vous pouvez venir parce que je me sentais pas du tout de marcher, de quoi que ce soit. Elle me dit non, venez. Donc là, était chez moi
alors comment on dit en français? La mère de mon conjoint. Mother-in-law. Ma belle-maman, voilà. Oh mon Dieu. Ma belle-maman et mon conjoint étaient là. Et c'était génial parce qu'ils ont fait leur vie, c'est exactement ce que je voulais. Personne qui est là derrière moi, nerveux, stressé, en mode est-ce que ça va? Est-ce qu'on appelle l'hôpital? Est-ce que. Et c'était pas du tout des gens comme ça, c'était des personnes qui sont, voilà, qui étaient dans leur coin, à faire leur vie, tout à fait paisible. Genre, je prends le thé dans le salon pendant que moi j'étais en train de faire mon travail sur mes toilettes, comme si je faisais, voilà, je pouvais être en train de jouer au domino, au Scrabble, au poker, c'était pareil. Et c'est vraiment cette dynamique-là que je voulais aussi, des gens autour de moi qui sont dans la joie et qui vivent leur vie pendant que moi je vis la mienne. Mais savoir qu'ils sont là, ça me rassurait, ça me faisait du bien. Les entendre, etc., rire, etc., faire leurs choses, ça me faisait du bien. Donc pendant qu'ils étaient... voilà, une fois que j'ai appelé la sage-femme, appel numéro 2 à midi, et qu'elle me dit venez tout de suite, on se prépare pour aller dans la voiture et que ma belle-mère nous emmène à l'hôpital, enfin donc à la maison de naissance. Et là, au moment où je me lève du siège des toilettes, je sens alors que mon corps a une envie pressante, une envie pressante en fait, de pousser. Une fois de plus, je ne me suis pas décidée, je me suis pas dit Mariam, tu vas pousser. J'ai laissé mon corps faire la chose et j'ai accompagné la poussée en contractant les organes tout en bas, mais très fort. Alors là, le moment, c'est un moment le plus effrayant. Si on peut dire effrayant, c'est pas très positif, mais en tout cas le plus intense, c'est celui-là. Vous avez l'impression, si vous êtes une femme, que vous allez exploser d'en bas, que votre corps va se déchirer en deux, que tout va être, voilà, que tout va être déchiré, sanguinolent, terrible, parce que vous dites que c'est comme s'il y avait en fait une pastèque qui allait sortir de vous et que vous n'avez pas d'autre choix que de la pousser, enfin que d'accompagner la poussée de la pastèque. Oh, mais c'est assez bizarre la sensation. C'est pas grave parce qu'une fois de plus, c'est une sensation qu'on n'a jamais eue au-delà de cette expérience, il me semble. Mais à ce moment-là, c'est le moment de faire sortir et rugir le lion en vous, encore une fois, et de vous dire Dieu, donne-moi la force, ou en tout cas, je ne sais qui, enfin voilà, donne-moi la force, si vous voulez pas dire Dieu, et lâcher prise sur oui, je peux le faire. Enfin, lâcher prise et accepter que oui, c'est possible que vous puissiez accompagner cette poussée-là qui paraît immense, intense, absolument inhumaine. Et alors là, je mets ma main en bas et je sens la tête de mon bébé, en fait. Je sens qu'elle arrive dans ses petits cheveux. C'est super drôle parce que j'imaginais. Moi, je savais pas qu'elle allait arriver tout de suite. En fait, j'avais aucune idée. Et là, je sais qu'elle va arriver. Et je me dis, waouh. Et donc là, je vais dans la. Je grimpe dans ma baignoire. J'ai le temps de faire un pas dans ma baignoire. Et je vous assure, elle est arrivée. Je n'ai même pas eu le temps Il n'y a pas eu de poussée de quoi que ce soit à aucun moment. Mon corps a poussé à travers, voilà, au-delà de lui-même, j'ai envie de dire. Mon corps a poussé de lui-même. J'ai accompagné la poussée en checkant et en contractant le bas de mes organes. Et elle est arrivée. Et comme elle est arrivée en pleurant directement, sans corde autour du cou ni rien, je savais que tout allait bien. Merci la vie, tout allait bien. Et donc là, les choses se sont passées très vite. J'ai pris le temps, on a pris le temps de se connecter tous les 3, enfin 4 du coup, avec elle. On a pris le temps aussi de alors couper le cordon. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on m'a demandé est-ce que tu as eu un lotus birth, une naissance lotus, je pense qu'on dit en français, qui est une naissance où en fait on garde le placenta et le cordon reliés, on ne coupe rien et on attend que le cordon tombe de lui-même. J'aurais aimé avoir une naissance comme ça, avoir cette expérience, sauf que mon placenta n'est pas sorti tout de suite. Et en réalité, c'est parce que le reste de l'expérience était beaucoup moins positive. Mais comme j'ai tout de suite dit à mes parents et aux gens autour de moi qu'elle est arrivée, mais qu'elle est arrivée à la maison et sans assistance médicale, imaginez que les gens ont paniqué, m'ont appelé des ambulances, m'ont dit l'hôpital s'en est mêlé, venez tout de suite, c'est pas normal, hein, et que ils ont même l'hôpital donc ouvert une investigation pour savoir comment c'est possible, enfin comment vous avez fait, enfin pourquoi vous avez donné naissance à la maison de manière non médicalisé, comme quoi c'est dangereux, etc. Enfin, ils ont ouvert un dossier pour suivre, enquêter sur mon cas, comme si vraiment c'était dangereux, interdit, terrible d'accoucher à la maison sans assistance médicale. Alors, je dis, dans certains cas, ça l'est, mais dans d'autres, ça ne l'est pas, et j'ose espérer, vraiment, c'est mon souhait le plus fort, qu'il y ait plus de femmes qui osent faire le pas d'accoucher d'elles-mêmes sans assistance médicale, si elles se sentent capables de le faire. Tout le monde ne se sent pas capable de le faire, et je comprends, on n'est pas tous aussi connecté à son corps au point de faire confiance à son corps qu'il est capable de gérer l'expérience de lui-même et que nous sommes capables d'accompagner cette expérience-là et d'accompagner notre corps dans cette expérience. Je comprends, mais à un moment donné, je pense que c'est important de faire le travail sur soi de reconnexion
et voilà, parce que ce qu'on peut créer en donnant naissance de cette manière, je pense vraiment que c'est une nouvelle génération d'enfants qui sont plus paisibles, plus sereins, plus connectés à eux-mêmes aussi, plus connectés au monde, des enfants qui sont, alors je ne peux pas donner de noms comme les enfants un peu indigos, etc., mais des enfants qui sont beaucoup plus à même d'aider à faire de ce monde un monde meilleur, un monde plus paradisiaque, peut-être, voilà. Bon, donc voilà un petit peu la deuxième partie de... je vais faire une pause ici. Donc oui, la deuxième partie de l'expérience est moins agréable dans le sens où, dès lors que les gens ont su, j'ai commencé à avoir ces vagues un peu de stress et de peur de gens qui pensaient que peut-être le bébé avait un problème ou moi, etc. et qui ont voilà, poussé le Mariam va à l'hôpital tout de suite et donc une ambulance est arrivée pour m'amener. À partir de là, dès lors que j'ai eu ce monde extérieur dans mon monde à moi, mon corps s'est rétracté dans le sens où je sais que c'est pour ça que j'ai pas pu expulser le placenta naturellement. Je suis allée à l'hôpital pour ça, enfin l'ambulance est arrivée et m'a amenée à l'hôpital, j'ai pas eu d'autre choix à ce moment-là. Voilà, j'ai le placenta, j'ai délivré le placenta à l'hôpital. J'aurais préféré ne pas avoir cette expérience, mais en même temps, je l'ai eu, je sais pourquoi, pour me rendre compte à quel point j'aurais pas voulu une naissance à l'hôpital. Je ne souhaite pas à personne une naissance à l'hôpital. À quel point c'était pas du tout agréable. J'y suis restée jusqu'à 11h le soir parce qu'ils voulaient vérifier, contrôler que tout allait bien. Mais en réalité, j'étais allongée dans un lit, je pouvais rien faire. Pas de fenêtre qu'on peut ouvrir, pas de chauffage qu'on peut diminuer, baisser. Vraiment, vous pouvez pas avoir de smoothie ou de jus ou un truc qui vous convient. Il y a juste des sandwichs dégueux. Enfin, vraiment, non, je conseille à personne cette expérience d'être à l'hôpital pour donner naissance. Et je pense pour moi, c'est vraiment le pire lieu pour donner naissance à un enfant, pour faire venir au monde un enfant qui est dans un environnement qui n'a rien à voir avec un hôpital pendant 9 mois. Donc voilà, bref, j'ai dû, en fait c'est plutôt même mon partenaire qui a dû faire presque une crise et hausser le ton de la voix et créer donc je vous ai dit, hein, du coup il y a un dossier qui a été ouvert pour suivre pourquoi, pour suivre le fait que j'ai donné naissance à la maison donc sans aide médicale parce que pour eux c'était pas normal et c'est comme s'ils m'ont gardé voilà en surveillance pendant ils voulaient me garder toute la nuit et heureusement donc mon partenaire et moi avons refusé et on a dû signer voilà une décharge, des choses qui qui sont franchement lourdes et pas faciles. Je me dis pour une femme qui vient d'accoucher, la vulnérabilité que vous avez, la sensibilité que vous avez à ce moment-là, vous n'avez pas envie de gérer des gens extérieurs qui vous apportent leur peur, qui vous apportent limite les services sociaux sur vous dès la naissance, qui vous amènent des choses comme ça qui sont vraiment pas agréables et que je conseille à personne. Voilà. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite en deuxième temps. Je n'ai pas vraiment à donner de détails, si ce n'est que si c'était à refaire, peut-être je pourrais dire, je ne dirais pas aux gens, j'éviterais d'informer de la naissance après avoir délivré le placenta. Une fois, en fait, j'informerai de la naissance uniquement quand je ressens que c'est le moment et bien après la naissance, en fait, bien après dans le sens plusieurs heures après la naissance et pas tout de suite après. Je posterai pas tout de suite après sur les réseaux sociaux. Ah, elle est arrivée ou j'appellerai pas tout de suite mes parents pour leur dire ah elle est née. J'attendrai un peu le temps de moi être centrée et bien, d'avoir suffisamment, de m'être suffisamment connectée avec l'enfant, d'être enfin voilà, bref, d'avoir rangé mon salon, de m'être lavée, d'avoir lavé mes vêtements, etc. Parce que d'informer tout de suite pour vouloir, je pense, pour vouloir que tout le monde soit au courant et rassuré, c'est pas forcément la meilleure des choses pour vous. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, d'autres questions? Donc du coup, mon travail a duré environ 9 heures au total et le travail vraiment intense et actif a duré entre 4 et 5 heures. Et je pense que vraiment, voilà, donc je n'ai eu aucune déchirure, aucun point de suture. Je n'ai rien eu à pousser, une fois de plus, mon corps a poussé et j'ai accompagné, je répète. Et si ça peut se passer, ça a pu se passer comme ça, c'est parce que donc j'ai donné naissance dans la baignoire. La baignoire n'avait pas d'eau, mais j'étais debout dans la baignoire et elle arrivait directement dans mes mains en fait. Si je pouvais... ça a pu se passer comme ça d'une manière aussi rapide et simple. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Numéro 1, le facteur de préparation intérieure et de switcher son mental sur je suis forte et je suis capable constamment. Donc les mantras, les affirmations, la respiration synchronisée avec les vagues qui se passent dans votre corps, ça c'est vraiment clé. Et aussi être actif, rester actif et l'avoir été tout au long de sa grossesse et avant aussi idéalement.
Moi, j'ai dansé tout le long de ma grossesse et j'ai fait des marches longues et actives tout au long de ma grossesse, tous les jours en fait. Et parce que vous avez cette base active en vous, cette énergie-là, ça va vous aider ensuite après dans le travail et la naissance. Clé numéro 3, donc j'ai dit être actif, la respiration, mantra, affirmation, donc le mindset, la partie physique, la partie non physique. Numéro 3, c'est l'alimentation. Je n'ai pas eu de... je vais dire très simplement, je n'ai pas fait caca, parce que j'ai cherché le mot plus scientifique pour dire ça, mais soyons vrais et simples et directs. Il n'y a pas eu de ça pendant le moment où pendant le travail en fait et la naissance du tout. Et là, je pense que c'est aussi parce que pratiquer le jeûne vous aide. Les gens qui mangent 3 fois par jour tout au long de la journée, constamment, vous avez en fait des aliments qui font la queue dans votre système digestif pour sortir. Et le problème de ça, c'est qu'on est tout le temps en fait en train de digérer ou être en train d'essayer d'évacuer le processus de digestion, ou en tout cas d'essayer d'évacuer les aliments après le processus de digestion. Je vais y arriver. Et du coup, on a moins d'énergie. On a tout le temps en fait cet espace pris dans notre corps. Et si je rajoute un bébé, si je rajoute le travail que ça implique d'accoucher, c'est énorme. Si vous n'avez pas ce travail-là à faire parce que vous n'êtes pas constamment en train de digérer, parce que vous mangez à certaines heures, mais pas tout le long de la journée, c'est énorme la quantité d'énergie que vous avez, le focus que vous avez, la clarté d'esprit que vous avez. Et du coup, vous n'avez pas de problème après de matière fécale qui stagne. Et ça, c'est vraiment, je ne conseille pas d'avoir ça quand vous êtes enceinte et encore moins quand vous donnez naissance. Voilà, donc le jeûne intermittent, je conseillerais plutôt qu'un jeûne prolongé de plusieurs jours. Mangez tous les jours si vous voulez, mais d'ailleurs je conseille plutôt de manger tous les jours quand vous êtes enceinte, mais pas ayez des fenêtres où vous mangez, des fenêtres où vous ne mangez pas. Personnellement, je ne mangeais jamais le matin jusqu'à au moins midi, et après c'était graduellement, je prenais d'abord des jus, des fruits, etc. Je vais devoir arrêter parce qu'elle se réveille. Mais ça, c'est super important. C'est mon troisième point, l'aspect alimentaire. Le jeûne intermittent, c'est vraiment une clé pour moi pour avoir beaucoup plus d'énergie et être en capacité d'accoucher d'une meilleure manière. Et d'une manière qui est donc beaucoup plus soft et qui est naturelle et qui devrait être normale en fait. Sans déchirure, sans douleur, sans... Il n'y a pas de douleur, c'est juste une expérience différente, mais il n'y a pas de douleur. Sans avoir à prendre des médicaments ou des antidouleurs, voilà, sans avoir quelqu'un qui vous dit quoi faire parce que vous savez quoi faire, parce que vous êtes connecté à votre corps, parce que dans votre corps, il y a la possibilité d'être connecté, parce que vous avez créé cet espace de connexion grâce à votre alimentation plus légère. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de manger 2 feuilles de salade, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Je dis simplement qu'il y a des moments où on mange, des moments où on ne mange pas. Ça permet de ne pas être constamment en digestion et de ne pas avoir constamment son côlon encombré en fait. Voilà. Alors, est-ce que j'ai checké le cœur de mon bébé donc avant qu'elle arrive et la dilatation de mon cervix, on dit en anglais. La dilatation, j'ai checké en effet en checkant manuellement avec mes doigts. J'ai checké, oui, j'ai vérifié comment c'était. Alors, j'avais aucune idée de combien de centimètres pareil. Les chiffres, lâchez, mettez de côté, oubliez. Soyez centrés sur le ressenti, mais pas les chiffres. C'est vraiment le conseil que je peux donner. Je savais que j'étais en dilatation et que ça se dilatait de plus en plus. Et je savais qu'au bout d'un moment, je pouvais sentir, donc, une fois, quand elle était encore à l'intérieur de moi et que j'ai placé mes mains dans le canal alors comment on dit birth canal en anglais, j'ai pu sentir que l'ouverture, le fait que le placenta, je pense, alors je suis pas scientifique une fois de plus, je peux que dire des ressentis que j'avais, c'est comme ça que j'ai vécu l'expérience, j'ai ressenti que le placenta était ouvert, je pouvais sentir sa tête déjà à ce moment-là, tout en haut, donc là je parle, hein, quand elle n'était pas encore sortie, mais tout en haut du cervix, de la zone pelvique en fait. Je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. Donc, oui, j'avais une manière de checker, de confirmer que tout allait bien, mais je pense, une fois de plus, pour moi, c'est pas nécessaire de savoir les battements du cœur, etc. Si vous vous sentez bien et que tout le processus est un processus dans lequel vous vous sentez bien, au niveau du travail, je parle de l'accouchement, eh bien, il n'y a pas de raison que ce soit autre chose, que votre bébé soit autrement que bien, en fait. Ok, donc j'ai partagé tout ça. Voilà, donc s'il y avait un conseil que je peux donner aux mamans ou aux futures mamans, c'est ayez confiance en vous. Pareil, rejoignez des groupes Facebook comme moi j'ai fait sur les naissances naturelles, les naissances à la maison, et même si vous voulez les naissances non assistées, parce que au moins ça vous donne des clés, même si vous ne prévoyez pas d'avoir une naissance non assistée. Dans la prévoyance,
Ayez une visualisation, mais pas forcément un plan arrêté. Donnez-vous la possibilité d'avoir quelque chose de plus magique encore que ce que vous auriez pu imaginer. Et faites attention attention dans le sens où évitez trop d'influence extérieure parce que ça vous empêche sinon d'être connecté avec vous-même à l'intérieur. Voilà. Je termine cette vidéo ici sur l'histoire de la naissance d'Ania. Je ne vous la montre pas là parce qu'elle dort sur moi, c'est trop mignon. Et en tout cas, elle m'a laissé faire cette vidéo, merci. Et elle se réveille juste. Voilà, je vous souhaite le meilleur dans votre naissance, dans votre vie avec votre bébé. Et ayez confiance en vous parce que franchement, le naturel, le non médicalisé, je crois sincèrement que c'est ce qu'il y a de mieux. Et qu'on peut revenir à un mode de vie originel si on accepte de se faire confiance et de faire confiance à notre corps. Au revoir.